Bonjour tout le monde, et on va commencer par quelques explications comment utiliser le système d'interprétation. Donc, je vais passer la parole à Dr. Judith Lubenstone qui va expliquer comment l'utiliser. Après ça, on commencera le colloque, s'il vous plaît. Judith. Good afternoon. Thank you very much for joining us this afternoon. As you see, we have a bilingual conference today. We will have simultaneous translation from French into English. If you look at the bottom of your screen underneath everybody's lovely pictures, you will see there is a round ball, a globe, which says interpretation. If you press on that, you will have several options. Whoever would like to hear the translation from French into English should choose the French channel, okay? Not the English one, the French channel. And then you will be able to hear all the lectures that are in French will be translated in English on that channel, okay? And whoever does not need the translation can just stay with the option off marked, which is the state that it should be in now for all of you. So I hope that's clear. And if you have any questions, feel free. Chaim, I think that's it. Pretty straightforward. Ok, merci beaucoup, Judith. Bonjour. Je m'appelle Chaim Saadon et j'ai l'honneur de présider la séance inaugurale du colloque international de centenaire d'Albert Memmi à l'occasion de sa premier anniversaire de sa mort. Un après-midi riche et surtout passionnant nous attend. Monsieur l'ambassadeur de France en Israël, Madame la directrice de l'Institut Ben-Tzvi, la famille d'Albert Memmi, chers collègues, les intervenants, les institutions et les centres de recherche qui nous ont aidés à organiser ce colloque. Albert Memmi a commencé à écrire à l'âge de 16 ans et il n'a jamais cessé d'écrire. Il était l'observateur attentif des événements de sa communauté en Tunisie, de son pays natal, du Maghreb, de la France et plus généralement du monde. Memmi observait, réfléchissait et écrivait. Il a partagé avec nous ses réflexions, ses regards dans ses livres, articles et conférences. Albert Memmi est mort, mais sa présence, sa pensée sont immortelles. L'Institut Ben-Tzvi a le plaisir de consacrer sa conférence internationale annuelle à l'œuvre d'Albert Memmi. Je tiens à remercier mes amis, les membres du comité académique de ce colloque, pour leur précieux travail pour arriver à ce programme qui contribuera à une meilleure compréhension de l'œuvre d'Albert Memmi. Les membres de la comité académique ont souhaité d'inviter à ce colloque le plus grand nombre de chercheurs possible des pays différents et spécialistes dans des domaines variés. Les circonstances actuelles n'ont pas permis l'intégration à ce colloque de nos collègues, les chercheurs tunisiens, dont je suis sûr que leur contribution aurait pu être significative et exprimer l'héritage et la perception d'Albert Memmi. Et malheureusement, M. Yaakov Yaniv, le directeur de l'Institut Ben-Tzvi, n'a pas pu être avec nous cet après-midi pour cause d'un cas d'urgence. Donc, je passe la parole, j'ai l'honneur certainement de donner la parole au professeur Ofra Tirosh-Becker, Madame la directrice de l'Institut Ben-Tzvi, pour l'étude des communautés juives en Orient et de l'Université hébraïque de Jérusalem. S'il vous plaît, Madame. Thank you, Chaim. The Ambassador of France in Israel, Monsieur Eric Danon, dear colleagues and friends, ladies and gentlemen, I would first like to share with you the apology of Mr. Yaniv, the Director General of the Ben-Tzvi Institute, who unexpectedly could not join us today and welcome you in person. It is an honor for me to open this international conference marking the first yahrzeit of Albert Memmi, a Renaissance man, a distinguished philosopher and a renowned writer who passed away exactly 1 year ago on May 22nd, 1920, in his centennial year.
Memmi is the most famed author of the Tunisian Jewish community, whose literary writings and socio-political theses were celebrated worldwide. A few months before Albert Memmi's passing, Professor Chaim Saadon, who is the director of the Documentation Center of North African Jews during World War II at the Ben-Tzvi Institute, approached me with a wonderful idea to organize a festive conference marking Memmi's centennial birthday that was to be celebrated on December 15th, 2020. We both thought that such a conference would not only celebrate the achievements of this great man, but also thank him for his lifetime contribution. Unfortunately, word of Albert Memmi's passing last May had reached us during the initial planning phase, when the entire world was immersed in the COVID-19 crisis. Hence, the conference is now in memory of Albert Memmi on his first yahrzeit and marks his remarkable achievements during almost a full century of his multifaceted life. I'm very glad to welcome you all in this venue. Please imagine that you are seated in the beautifully decorated yet humble shack of Israel's second president, Yitzhak Ben-Tzvi, who established our Institute for the Research of the Jewish Communities in the East back in 1947. Our three-day conference encompasses 6 sessions, a total of 18 lectures that will discuss Memmi's contributions in the realms of history, political science, and sociology, as well as his fiction and non-fiction literature. The lectures that deal with various aspects of Memmi's treasure trove of ideas and literary gems will discuss topics such as the questions of Jewish identity and civil identity, Zionism, migration and diaspora, tensions and relations between East and West, between universalism and Jewish tradition, and between religious and secularism, the relationship between the colonizer and the colonized, decolonialism and post-colonialism, Memmi's perspective on labor camps in Tunisia during World War II, and more. Albert Memmi's books open a porthole to an essential tension that was ever present in the life of Tunisian Jews. A tension between the traditional Jewish education and culture on the one hand, to French culture on the other, on the backdrop of the surrounding Arab culture. In some of his books, Memmi explores the emotional struggles of a young Tunisian Jew searching for a path in his world. Undoubtedly, Memmi's personal experiences in Tunisia have significantly impacted his philosophy and are present throughout his literary works. We are fortunate to have among us here at the conference Mr. Max Memmi, Albert Memmi's brother, who will share with us some of the more intimate and perhaps less known aspects of Memmi's life. The movie El Hara of Tunis, which will be screened at the end of the opening session, will also give us a glimpse into his life. I would now like to extend our gratitude to the Ambassador of France, Monsieur Eric Denon, for his participation and greetings in this opening session. It is a great honor for us. I thank the institutions that contributed to this conference, the Center for the Study of Relations between Jews, Christians, and Muslims at the Open University, the Chaim Herzog Center for Middle East and Diplomacy at Ben-Gurion University, and the Centre de Recherche Française à Jérusalem. The directors of these institutions are all with us in this opening session. I would like to thank the members of the conference's academic committee, Professor Guy Degas, Professor Norman Stillman, Dr. Hanan Harif, and especially Professor Chaim Saadon, who invested a tremendous amount of time and effort in making this conference a worthy venue to showcase the vast scope of Albert Memmi's numerous writings and his remarkable contribution to the human spirit. I extend my thanks to all the lecturers and session chairs who were all enthusiastically willing to participate in this conference despite the difficulties the entire world had to face during the pandemic year. I thank Efrat Even for her assiduous and diligent efforts to make this conference a success, and Judith Witztum Lubenstein, the academic secretary of our institute.
I thank also Ofer Barzilai and the whole team of the Documentation Center of North African Jews during World War II, Centra and Nesia, for the industrious work towards this conference. I wish you all a fruitful and informative conference. Erev Tov. Thank you. Merci beaucoup, Madame Ofra Tirosh-Becker, la directrice de l'Institut Ben-Tzvi, pour ces mots très chaleureux. Albert Memmi fut instruit dans la culture française et devenu un maître de la langue française, ce qui lui a permis de transmettre sa philosophie. La période de Vichy l'a gravement touché. Pourtant, il est construit à travers cette culture française et a contribué à sa diffusion. C'est un très grand honneur pour nous d'accueillir l'ambassadeur de France en Israël, M. Eric Danon, que je lui donne la parole. S'il vous plaît, M. Danon. Merci beaucoup, M. Saadoun. Chers membres de l'Institut Ben-Tzvi, chers professeurs et chercheurs, et puis chers invités des quatre coins du monde, chers amis, moi je suis très heureux et honoré d'ouvrir ce colloque international qui marque le centenaire donc d'Albert Memmi et le premier anniversaire de sa mort. J'aimerais tout d'abord saluer le travail de l'Institut Ben-Tzvi qui vient d'être évoqué pour l'étude des communautés juives d'Orient, que c'est le seul au monde à travailler aussi précisément sur la vie et la culture des communautés juives sous l'islam et dans d'autres pays du Moyen-Orient et d'Asie. Donc, permettez-moi de féliciter l'Institut pour sa contribution au développement de la connaissance et de la visibilité des communautés juives à travers le monde. La qualité et le partage de cette connaissance constituent, à mes yeux, un outil indispensable à la recherche de la paix. Je remercie également les chercheurs réunis virtuellement aujourd'hui, au-delà des frontières, non seulement pour perpétuer cette connaissance des communautés juives, mais évidemment aussi pour rendre hommage à Albert Memmi et mettre à l'honneur son travail. Albert Memmi, nous connaissons sa biographie, bien sûr. Il est né dans la Tunisie coloniale, il est issu d'une famille juive de 11 enfants, de langue maternelle arabe, et il est formé à l'école française, au lycée Carnot de Tunis, puis à l'université d'Alger, où il étudie la philosophie, et enfin à la Sorbonne. Donc sa vie se déploie dans les trois dimensions, juive, arabe et occidentale. Et dans ses œuvres, il écrit sur son identité juive, son identité arabe et tunisienne et son identité française. Il est héritier de cette triple culture et il a tenté toute sa vie de construire des ponts entre Orient et Occident, notamment entre communautés juives et arabes. Ces livres, vous les connaissez, La statue de sel, puis Agar, le portrait du colonisé, portrait du colonisateur juif et arabe, et puis bien d'autres. Tous ces livres traduisent en fait sa pluralité identitaire et littéraire. En France, il figure parmi les penseurs importants de ces dernières décennies, et pas seulement parmi les intellectuels juifs orientaux. Il est lauréat du Grand Prix de la francophonie de l'Académie française en 2004 pour l'ensemble de son œuvre écrite en français. Albert Memmi, c'est aussi l'acteur d'une coopération plus forte et utile entre la France et Israël. Il est très connu, très lu, très apprécié ici, et son travail est un instrument de promotion de la francophonie dans le pays. Il est français par la langue et la formation, mais également par le partage d'un certain nombre de valeurs. Il se montre un fervent défenseur de la laïcité. Et il dira, je cite, « La vraie bataille est celle de l'humanisme laïque qu'il nous faut mener ensemble, par-delà nos groupes respectifs, y compris les croyants, par-delà nos églises respectives. Car seule la laïcité est le commun dénominateur à tous, elle n'exclut personne, elle inclut quiconque accepte le contrat commun, celui du respect de tous les autres. » Sa vision, c'est
aussi celle de la création d'Israël pour un peuple juif en tant que peuple plutôt qu'en tant que communauté religieuse. Il se rend en Israël à de nombreuses reprises, il parraine d'ailleurs la naissance de la paix maintenant, dont l'objectif, vous le savez, est d'aboutir avant tout par la négociation puis par la réconciliation à une paix juste et durable. C'est dire combien il nous manque en ces temps troublés. En fait, Albert Memmi, il va à l'encontre des idées de son époque et sa pensée s'inscrit pleinement dans les débats actuels parce qu'il y a toujours eu chez lui cette longueur d'avance si intéressante, générée par des formes d'intuition, voire de fulgurance. Je pense notamment au concept de judéité ou d'hétérophobie dont nous reparlerons certainement. Et puis, un petit mot personnel, si vous me permettez, parce qu'il a beaucoup aidé ma mère à finir sa thèse, qu'elle soutenait devant Léon Poliakov, sur le mythe de la pureté et la violence identitaire. Bref, je me devais de le dire. Je remercie une nouvelle fois donc tous les participants qui sont venus d'horizons bien différents et aussi, bien entendu, les chercheurs, maghrébins, français, italiens, parce que ce colloque, il reflète tout à fait l'ouverture d'esprit d'Albert Memmi. Il rejoint la volonté de dialogue qui a toujours été la sienne, lui qui était contre tout enfermement dans une race, dans une identité, dans une origine, et surtout contre le fait de glorifier celle-ci au point d'exclure toutes les autres. Albert Memmi, c'est un juif qui affirme son identité, mais qui refuse l'enfermement dans les limites d'une religion. C'est un promoteur de la francophonie en Israël et à travers le monde, un fervent défenseur de la laïcité, c'est un analyste clairvoyant du racisme, de la colonisation et de la dépendance. En fait, il aura ouvert la porte à de nombreuses réflexions qui nous ressemblent ici ce soir. À la fin de sa vie, il dira, comme pour clore son œuvre et proposer une solution à tous les clivages, alors que faire? Aimons. Voilà, merci encore aux organisateurs et à vous tous. Je vous souhaite un très bon colloque. Merci. Pardon, monsieur. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. L'Institut Ben Tzvi se fera le plaisir de vous inviter avec le personnel de l'ambassade et vous présenter un peu les trésors culturels et historiques que nous avons là. Donc, vous êtes le bienvenu à l'Institut Ben Tzvi. Merci beaucoup. Merci. L'un des sujets préoccupés Albert Memmi était les relations entre juifs et musulmans, un sujet avec beaucoup d'actualité. Je tiens à remercier le professeur Avriel Bar-Levav, chef du Centre d'études des relations entre juifs, musulmans et chrétiens, pour sa collaboration à cette conférence et je l'invite de prendre la parole. Avriel Bar-Levav, s'il vous plaît. Merci beaucoup. J'ai l'honneur de transmettre à ce colloque les salutations du Centre pour l'étude des relations entre juifs, chrétiens et musulmans de l'Université ouverte d'Israël. Albert Memmi est un merveilleux exemple de telles relations, car son ouverte littérature est dans l'intersection entre la culture française, arabe et juive. Je tiens à remercier à mon cher ami, le professeur Chaim Saadon, membre du conseil de notre centre, qui a initié la collaboration avec Avri, המיקרופון שלך סגור. Merci. מאיפה? מתי הוא נסגר? אחרי שהודית לי. Plusieurs pays européens avaient des entreprises coloniales en Asie et en Afrique. Je pense que lorsque nous observons
les ouvrières littérature et philosophique de juifs de ce milieu colonial, la littérature française est la plus productive, la plus variée, la plus innovante. Et la littérature juive allemande était également très importante, bien sûr, mais avec moins de rapports avec le colonialisme. Il est intéressant d'essayer de comprendre ces phénomènes. Peut-être un arrière-plan se trouvant des facteurs tels que les valeurs méritocratiques de la culture française moderne, la valeur de liberté, d'égalité, de fraternité, d'une part, et les fondations de l'Alliance française, d'autre part. Albert Memmi a été un exemple remarquable de possibilités que la rencontre entre ces trois cultures intermêlées pouvait offrir, une particulière à notre époque troublée. Je suis heureux d'avoir l'occasion d'apprendre davantage sur cet auteur exceptionnel lors de ces collègues. Et je vous remercie encore une fois de l'honneur de faire partie. Merci. Merci beaucoup, cher ami professeur Avriel Bar-Levav, pour votre parole. Et maintenant, pour terminer la partie officielle de la saison inaugurale, j'invite monsieur le docteur Vincent Lamille, directeur du Centre de recherche français à Jérusalem. Docteur Lamille, s'il vous plaît. Merci, professeur Chaim Sadoun. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Je suis très honoré en tant que directeur du Centre de recherche français à Jérusalem de prononcer à mon tour quelques mots en ouverture de ce colloque. D'abord, pour dire que c'est un projet qui vient de loin, puisque j'ai recherché dans mes mails et je me souviens que le professeur Ofrati Roche-Becker m'a parlé de ce projet dès que je suis arrivé en septembre 2019. Et je me souviens à mon tour en avoir parlé en réunion de service à monsieur l'ambassadeur dès l'automne 2019. Donc, c'est toujours un grand plaisir de voir quand ces projets, dans des difficultés, finalement, peuvent aboutir. Donc, je commence bien sûr par remercier en particulier le professeur Chaim Sadoun, la direction de l'Institut Ben-Zvi et le professeur Ofrati Roche-Becker pour l'organisation de ce colloque et monsieur l'ambassadeur qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Alors, je suis très heureux rapidement pour trois raisons. La première, bien sûr, c'est en raison de l'importance de la sociologie d'Albert Memmi pour comprendre le monde d'aujourd'hui, pour comprendre le contexte actuel, la réalité et les limites de la coexistence judéo-arabe, pour penser les cadres de la relation coloniale et post-coloniale, pardon, pour penser ce qu'Albert Memmi appelait l'hétérophobie. Et je voudrais dire qu'il est frappant le point auquel Albert Memmi est lu et écouté et discuté en Israël, en particulier dans la communauté francophone. Mais ces derniers jours, en parlant de ce colloque, on me sortait toujours un livre d'Albert Memmi dans les bibliothèques. Et puis j'en ai trouvé hier soir dans la boîte à livres de la Taillalette de Jérusalem. J'ai trouvé la statue de sel ici. Et puis, j'ai trouvé Juifs et Arabes dans une édition originale, hein, Gallimard ID. Et évidemment, ça m'a donné envie de l'ouvrir. Et au chapitre « La nation arabe et l'épine israélienne », je lis, à mon avis, un mot d'Albert Memmi qui nous parle pour aujourd'hui. Je le cite. « Jamais, paraît-il, on n'a autant eu l'impression de l'impuissance devant cet effroyable imbroglio du Moyen-Orient. Personne ne peut dire jusqu'où cette machine folle continuera sa course, suscitant catastrophes, ruines et haine. » Mais Albert Memmi ajoute qu'on me permette de rompre cette unanimité résignée et finalement trop commode. Ce qui se passe au Moyen-Orient n'est ni plus affreux, ni plus aberrant qu'ailleurs. Et ce qui arrive aux Arabes et aux Juifs est assez lisible pour qui s'en donne la peine. Voilà, ça c'est une pensée d'Albert Memmi qui évidemment peut nous éclairer pour aujourd'hui et pour demain. La deuxième raison, évidemment, c'est que ce colloque est emblématique de la qualité de la relation, de la collaboration académique franco-israélienne, qui est toujours d'abord une collaboration d'individu à individu. Et c'est un grand plaisir de voir ici réunis des collègues des universités de Haïfa,
de l'Université hébraïque de Jérusalem, de Tel Aviv, de l'Université Ben Gurion, du Negev, de Bar-Ilan, dialoguer avec des collègues des universités de Toulouse, Aix-Marseille, Montpellier, Paris 8, sans oublier bien sûr les universités européennes et nord-américaines. L'université, je le répète souvent, l'université, c'est l'universalité. Et je crois que ce qui nous réunit aujourd'hui autour d'Albert Memmi, c'est cette conviction. Le monde universitaire doit continuer de viser à cette universalité. L'universalité n'est pas un gros mot, c'est un horizon que nous devons toujours chercher à atteindre, sans naïveté, mais avec conviction. Et puis la troisième et dernière raison qui fait que je suis très heureux de prononcer ces quelques mots, c'est que c'est aussi l'occasion de saluer la collaboration étroite entre le Centre de recherche français à Jérusalem et l'Institut Ben-Zvi. Monsieur l'ambassadeur a insisté sur l'importance de l'Institut Ben-Zvi pour l'histoire des Juifs d'Orient. À titre personnel, j'ai travaillé avec l'Institut Ben-Zvi pour l'histoire de Jérusalem et je peux témoigner de la qualité du travail qui est réalisé par cet institut, notamment sur la conservation et sur l'indexation des archives historiques, notamment pour la ville de Jérusalem, qui est un enjeu extrêmement important aujourd'hui, on le sait. Alors voilà, c'est évidemment à la fois une joie et une souffrance de se retrouver par l'intermédiaire de Zoom, hein, on le dit à chaque fois. Une joie parce que ça nous permet d'être, je vois 114 participants aujourd'hui et d'Israël et de la Méditerranée et d'Europe et d'ailleurs. Une souffrance, bien sûr, parce que les interactions directes et personnelles seront plus délicates. Alors, pour conclure, je ne peux que souhaiter que ce colloque à distance débouche sur une autre rencontre en présentiel, en présence, à Jérusalem. Et alors, le CRFJ, le Centre de recherche français à Jérusalem, que je dirige, sera très heureux de participer à cet accueil. Je vous souhaite à tous et à tous un très bon colloque. Merci. Merci beaucoup, Dr Lemire, pour votre collaboration à ce colloque et j'espère que nous continuerons à cette coopération au futur. Et maintenant, chères dames et chers messieurs, on va arriver à l'interveneur principal de cet après-midi et je vais présenter le professeur Guy Diga, s'il vous plaît. OK. Le professeur émérite Guy Dugas de l'Université Montpellier III sont consacrés au sein de l'équipe manuscript francophone de l'Institut du texte et du manuscrit moderne à l'édition génétique et critique de l'œuvre d'Albert Memmi aux éditions de CNRS. Après avoir réuni les portraits, il s'est attaché actuellement à la publication du journal Indit, dont le premier volume 1936-1962 vient de paraître sous le titre « Les hypothèses infinies ». Voilà, c'est ça. Et les hypothèses infinies vient de paraître. Et à quelques-unes de ces tombées, Tunis, année 1, journal de guerre 1939-1943, et vient de paraître Mon retour Natipassa 2021. De plus, il a écrit 2 livres sur la vie d'Albert Memmi, Albert Memmi, écrivain de la déchirure, et Albert Memmi, Un malheur d'être juif et un bonheur séfarade. Voilà, ce sont les livres d'Albert Memmi, de Guy Dugas. Le professeur Degas est un des chercheurs les plus importants au monde concernant la littérature coloniale. Guy Dugas a présenté Memmi et a commenté son œuvre. Il est celui qui a transmis la pensée d'Albert Memmi autant qu'un intermédiaire entre l'écrivain et son public. Le professeur Degas était membre de la comité académique de la conférence et au nom des membres de la comité, je tiens à le remercier pour sa contribution si riche. Et le sujet de sa conférence maintenant sera des hypothèses infinies au marxisme partagé, les 5 engagements d'Albert Memmi. S'il vous plaît, professeur Diga. Merci, cher ami Haïm Sadoun. Je voudrais, avant de parler, d'exposer sur les 5 engagements d'Albert Memmi, saluer les organisateurs de ce colloque, l'Institut Ben-Zvi
et le Centre de recherche français de Jérusalem, remercier les membres de la commission académique de m'avoir fait l'honneur de m'accepter parmi eux et dire combien je suis heureux de pouvoir ici parler d'Albert Memmi avec un petit retard, certes, vous savez tous à quoi il est dû, mais donc de célébrer ainsi son 100e anniversaire avec une année de retard et le premier anniversaire de sa mort, hélas, avec un jour de retard, puisqu'il est décédé le 22 mai 2020. Et donc, il a vécu à quelques semaines près 100 ans, il a écrit pendant plus de 85 ans et il a agi tout aussi durablement, si bien qu'il est difficile de dégager quelques engagements majeurs dans cet ensemble, en même temps matériel, des centaines de publications. Alors on verra qu'au niveau des œuvres publiées, c'est beaucoup moins. Memmi avait aussi cette sagesse de travailler lentement, de prendre le temps pour composer ses œuvres. Mais si l'on tient compte de ces articles, nous sommes à quelque chose comme 250 ou 300. Je suis en train d'essayer de dresser la bibliographie chronologique intégrale des écrits, des interventions, y compris radiophoniques et télévisuelles d'Albert Memmi. Je tâcherai de la mettre en ligne sur notre site de l'ITEM, notre site de travail, et de la rendre interactive parce que j'aimerais bien que d'autres chercheurs puissent également nous aider à constituer cette bibliographie. Donc, si l'on fait le total de cet ensemble, il est bien difficile de tenter une synthèse et plutôt que de me perdre dans cette immensité, j'ai choisi de parcourir avec vous sous cet angle assez discutable, et je vais y venir dès maintenant, de la notion d'engagement, le journal qu'il a tenu de l'âge de 16 ans à sa disparition et sur lequel, vous le savez, je travaille actuellement. Encore faudrait-il éclaircir cette notion d'engagement, une notion qui fit fortune tout au long du XXe siècle, dont le héros fut sans doute Jean-Paul Sartre, dont on connaît la proximité avec Albert Memmi. Or, Memmi, cela n'a pas été suffisamment souligné, est resté toute sa vie profondément individualiste. Ce thème d'individualiste ne me plaît pas tellement, il peut choquer par sa connotation négative. Je parlerai donc plutôt, j'y reviendrai en conclusion, de personnalisme. Au sein de tout groupement, de toute association, il s'est toujours senti mal à l'aise, au point qu'on ne peut compter ses démissions, ses coups d'éclat et autres coups de gueule face à ce genre de groupement. Si engagement doit signifier affiliation à un parti, à une religion, à une race ou même à un pays, dit-il dans son journal, alors je le rejette parce que je refuse de subordonner ma propre recherche à rien au monde, ni à une idée, au nom de quoi, ni à un idéal intérieur ou extérieur, ni à un système philosophico-politique. Là, surtout, quelle tromperie. Journal, mars 1942. Ou alors, plutôt que comme Sartre, dont je viens de parler, ou Aragon, que Memmi n'aimait guère,
une forme d'engagement comme celle de Gide, qui est, dit Memmi, un consentement contenu, toujours actuel, donc pouvant toujours se reprendre si la cause n'est plus juste. Journal, juin ou juillet 1954. Ce refus déterminé de tout engagement ainsi considéré, l'un de ses tout premiers écrits restés encore inédits, est une corrosive psychologie du partisan composée dès 1944-1945. Donc ce refus émane certes d'un tout jeune homme, mais il s'affirmera et se précisera au fur et à mesure que le jeune homme entrera dans la vie active, une vie d'écrivain, une vie de sociologue, sans que cela entrave pour autant ni sa réflexion, ni son action. Ceci précisé sur la notion d'engagement, j'en viens à mon propos. Et d'abord, je voudrais que l'on détaille, et Haïm Sadoun va peut-être pouvoir nous le mettre à l'écran, les 5 combats majeurs de cet intellectuel. Vous voyez que j'ai préféré le terme combat, engagement, combat à peu près tout lié à ses origines et à sa biographie, sur lequel, origine et biographie, je n'ai guère à revenir devant les spécialistes que vous êtes. Premier combat, pour les décolonisations. Si le portrait du colonisé, précédé du portrait du colonisateur, 1957, reste indéniablement l'ouvrage le plus connu d'Albert Memmi, celui qui a le plus concouru à sa notoriété, c'est parce que la fin des politiques de colonisation et la libération des peuples colonisés par un biais globalement similaire, les indépendances nationales totales, à l'exclusion de toute autre solution, autonomie, fédéralisme, tout cela figure, ces indépendances figurent parmi les événements les plus marquants du siècle. Sans insister trop longuement sur les portraits du colonisé et du colonisateur auxquels vont être consacrées d'autres communications durant ce colloque, vous me permettrez de revenir, toujours à la lumière du journal, sur 2 aspects de cette œuvre qui me seront utiles dans la suite de ce propos. En premier lieu, bien que cette remarque puisse tout autant figurer dans la partie 4 de mon exposé, je voudrais dire 2 mots sur ce genre même du portrait, invention d'Albert Memmi, et qu'il a défini et même longuement théorisé dans son journal, ce qui pour moi fut une découverte. Ce que j'appelle portrait, dit-il dans son journal, c'est une sorte de confession où mon expérience personnelle est constamment interprétée et généralisée. Ainsi, ce premier des portraits, puisant au départ dans un journal, le journal tunisien des années 50, ne nourrissait-il à l'origine aucune autre ambition que de dépeindre la situation particulière dans laquelle se trouvait alors la Tunisie au moment capital de l'élaboration de la nation indépendante et par ricochet la situation de Memmi lui-même puisqu'il vivait alors dans ce pays. Je n'avais pas le dessein, dit Albert Memmi, à l'époque, de peindre ni tous les opprimés, ni même tous les colonisés. Je vous dispenserai donc de l'analyse de ces 2 portraits, si souvent commentés, sur leur rapport à la pensée et à l'entreprise de décolonisation. Plusieurs contributeurs y reviendront, mais je voudrais néanmoins insister aussi, parce que cela va me servir, sur l'un des aspects mis en évidence par le portrait du colonisateur. Le colonialisme est une domination globale. C'est une domination économique, mais c'est aussi une domination culturelle, c'est aussi une domination psychologique.
ce qui distingue Memmi des théoriciens marxistes de la colonisation. Certains ici, ça me fait tout drôle d'utiliser cette expression dans le contexte qui nous rassemble, sans que nous soyons ensemble. Certains, sans doute, y reviendront également dans des communications à venir. Par conséquent, ce n'est que de manière globale, puisqu'il s'agit d'une domination globale, et en tant que peuple, que les colonisés parviendront à se libérer. Des brouillons aux articles publiés dans diverses revues, en passant par la suppression de tout un appareil de notes révélatrices d'une intertextualité, les avant-textes des deux portraits initiaux, portrait du colonisateur, portrait du colonisé, suffisent à montrer par quel processus d'extension du champ initial s'est généré ce premier portrait. Le champ initial étant, je viens de le dire, la Tunisie. Cela est tout à fait visible dans Tunisien 1, ce journal tunisien que j'ai édité en collection de poche, CCNRS Édition, en 2017. Comment ce premier portrait a aussi acquis valeur universelle et une valeur qui va vite devenir un peu effrayante pour l'auteur lui-même. Je vais tenter de le montrer immédiatement, et à laquelle il renoncera dans ses portraits ultérieurs de moindre ambition, à mon avis. Portrait d'un juif, notez le déterminant, un juif, et ce n'est pas le portrait des juifs, ou plus prudent, portrait du décolonisé arabo-musulman et de quelques autres, notez le qualifiant restrictif. Ce qui n'empêche pas aussi que ces deux portraits aient été plus attaqués que le portrait initial, qui a fait beaucoup plus consensus. Extension du champ de la colonisation, que voulais-je dire par là? En 1963, sans que son auteur ni son éditeur n'en soient le moins du monde informés, le portrait du colonisé est lui seul, sans le portrait du colonisateur, reparaît sous les auspices d'un groupe militant, Action socialiste pour l'indépendance du Québec, aux éditions du Bas-Canada. Il reparaît clandestinement sous la forme d'une brochure de 20 pages, imprimée sur 2 colonnes, pour être distribuée au même titre que les damnés de la terre de Frantz Fanon, comme un instrument de la révolution tranquille qui débute. À la suite de cette édition, Albert Memmi est sollicité par plusieurs Canadiens français afin de s'exprimer sur son expérience de la colonisation en comparaison avec celle du Bas-Canada. Des rencontres, des entretiens, des correspondances suivront, en particulier avec le groupe des jeunes fondateurs de la revue militante Parti pris. Faute de temps, je ne m'arrêterai pas sur cet épisode pourtant fort intéressant, sinon pour souligner qu'il a beaucoup compté dans la réflexion de Memmi sur l'extension du champ de la colonisation vers une universalité des formes de domination et une diversité de ces formes. Dès 1965, la première traduction du portrait en langue anglaise, première traduction officielle, indique The American edition is dedicated to the American Negro, also colonized. La même année, Memmi, qui généralement signe très peu de pétitions, d'appels, de manifestes collectifs, s'associe à la requête de nombreux intellectuels français, parmi lesquels Aragon, Joseph Kessel, Max-Paul Fouché, Jacques Berck, François Mauriac, etc., en faveur d'une grâce pour Schirm et Guénette, 2 militants de l'armée révolutionnaire du Québec, condamnés à mort pour meurtre. L'année suivante, c'est l'éditeur Jean-Jacques Pauvert qui est ébahi lorsqu'il s'aperçoit que la réédition qu'il vient de faire de cet essai dans sa célèbre collection Liberté est en majorité écoulée en quelques mois au Canada. Il est vrai que la dédicace a à nouveau évolué et que l'ouvrage est à présent dédié à mes amis canadiens-français parce qu'ils se veulent canadiens et français.
Enfin, au printemps 1967, Memmi a l'occasion de se rendre au Québec, quelques semaines avant la fameuse déclaration du général de Gaulle, « Vive le Québec libre », et Memmi peut constater sur place que les Canadiens français forment bien un peuple, notion, nous avons vu, très importante pour lui, et qu'en effet, ils étaient dominés, je le cite, de plusieurs manières, et qu'en tout cas, ils en souffraient. Alors, il peut s'interroger, les Canadiens français sont-ils décolonisés? Texte qui sera repris dans L'Homme dominé en 1968, puis servira de postface à une édition strictement québécoise du Portrait du colonisé en 1972. Si c'est le cas, s'ils sont réellement colonisés, comment pourront-ils se libérer des tutelles qui les oppriment de l'intérieur, conservatisme, poids du religieux, et de l'extérieur, bilinguisme colonial? Peu à peu, Memmi est bien obligé de reconnaître, au fil des rééditions et des traductions de ces deux premiers portraits, je vous en passe l'inventaire, ces traductions, ces rééditions sont très nombreuses, que ces portraits croisés du colonisateur et du colonisé, conçus en référence à des problèmes personnels et à une situation localisée, lui échappent et en gagnant en audience. De fait, dans les décennies suivantes, ce sont les mouvements régionalistes en pleine affirmation qui, en France et ailleurs, vont s'approprier cette réflexion. En 1983, les portraits du colonisé et du colonisateur sont traduits en catalan, bientôt en occitan. À l'aube du nouveau millénaire, ce sont les Bretons, les Corses qui s'en emparent. Et en 2001, alors qu'il a lui-même beaucoup évolué dans sa philosophie de l'existence, Memmi accepte encore, non sans quelques réserves perceptibles dans son texte, de préfacer l'ouvrage « Ce que nous sommes » du leader nationaliste corse Jean-Guy Talamoni. Tous ces exemples montrant que ces deux portraits initiaux ont acquis une vie autonome, échappant peu à peu à leur auteur, comme lui-même en convient dans plusieurs entretiens, et au contexte qui les a générés. Grâce à leur force de conviction, à l'universalité de certaines notions mises en place, celles de carence, de duo, ainsi qu'aux valeurs pérennes qu'ils véhiculent, contrairement aux pamphlets qui ne survivent généralement pas aux circonstances, ils ont essaimé dans le monde entier et dans des domaines bien inattendus, contraignant leur auteur à les compléter, les corriger sans cesse au fil des rééditions et des traductions. Véritable cauchemar pour les généticiens du texte. Mais n'est-ce pas là le propre des chefs-d'œuvre? J'en arrive au point numéro 2, alors, combat numéro 2 contre la domination sous toutes ses formes. Dès la publication de ses premiers essais et l'utilisation qui en est faite, un peu malgré lui, quelquefois, comme nous venons de le voir, Memmi se rend ainsi compte que chaque forme de domination révèle à la fois des similitudes avec les autres et de profondes spécificités. C'est ainsi qu'il est conduit à aborder, par des biais très différents, la question de la condition des Noirs américains, puis le féminisme. Dès le début des années 50, de façon concomitante à la rédaction du portrait du colonisé et du colonisateur, il s'intéresse ainsi à la condition des Noirs américains, commentant notamment dans le journal tunisien L'Action auquel il collabore un certain nombre d'ouvrages d'auteurs américains et prenant contact par l'intermédiaire de Sartre avec Richard White, séjournant l'auteur de Black Boy, qui séjourne alors en France. Mais c'est surtout à partir de la décennie suivante et sa fréquentation d'éditeurs militants comme Pierre-Jean Oswald, Présence africaine à Lyoun Diop, où Memmi publiera en 1965 une anthologie des écrivains maghrébins qui fera polémique, je vais y revenir. Et puis surtout François Maspero, chez qui Memmi créera la collection Domaine maghrébin en 1967,
grâce à ses éditeurs, il va faire entrer le noir, et plus particulièrement le noir américain, parmi les opprimés majeurs du siècle. En 1963, Gallimard le charge d'introduire l'édition française du texte de James Baldwin, La prochaine fois, le feu. Et 2 ans plus tard, c'est Maspero qui lui demande une préface à la traduction de Nous les nègres, co-signée par Malcolm X, Martin Luther King et James Baldwin. Ces 2 préfaces étant quelques années plus tard reprises dans L'autre dominé, qui réunit des textes, le plus souvent déjà publiés en revue, sur les différentes victimes des formes de domination sociale. Le noir, le colonisé, le juif, le prolétaire, la femme et le domestique. L'ensemble débouchant logiquement sur une réflexion sur les rapports entre oppression et racisme, considérés comme le symbole et le résumé de toute oppression. Sur la condition féminine, c'est intéressant. Le positionnement de Memmi me semble beaucoup plus prudent et facteur d'ambiguïté, voire de gêne de sa part. Dans Le Juif et l'autre, tardivement, 1995, Memmi n'hésite pas à se considérer comme l'un des pionniers du féminisme. J'ai vraiment pris très tôt position pour les femmes, dit-il. Ce n'était pas seulement affectivement, mais théoriquement aussi, puisque j'ai fait une comparaison systématique entre la condition juive, la condition du colonisé, la condition des femmes, etc. Je ne crois pas être suspect intellectuellement, même à mes propres yeux. Toutefois, la chronologie de ses écrits démontre au contraire un retard dans l'appréhension de cette forme de domination. Rien avant les années 60. Ce n'est qu'en janvier 1961 que le problème est abordé au cours d'un débat au Cercle ouvert à Paris, et encore sa contribution, intitulée « La femme moderne, libérée ou mystifiée ?» n'est-elle qu'une interrogation prudente sur le bien fondé de la libération de la femme. Dans L'homme dominé, 7 ans plus tard, tout lecteur aura remarqué le caractère minimal et assez gêné de la rubrique « La femme », composée d'un seul texte, significativement intitulé « Plaidoyer d'un tyran », et que l'auteur invite lui-même à lire avec distance et suspicion. Memmi y revendique un point de vue distinctif des féministes qu'il connaît bien, Simone de Beauvoir ou Gisèle Halimi. Les 2 rôles de l'homme et de la femme, dit-il, ne pouvant pas être juxtaposés complètement, comme le souhaiteraient certaines femmes. Surviennent mai 68 et ses lendemains, si importants pour la libération sexuelle. Rien, ou presque, dans le journal de Memmi, où la première mention du deuxième sexe, qui date de Simone de Beauvoir, qui date tout de même de 1949, n'apparaît qu'en 1971, lorsque Memmi envisage d'inviter Simone de Beauvoir à son séminaire de l'École pratique des hautes études, qui, dit-il dans une lettre à Simone de Beauvoir, après des années passées sur les colonisés, les Noirs, les Américains et les Juifs, doit cette année-là être consacrée à la condition féminine. Dans la lettre d'invitation qu'il lui envoie le 15 novembre 1971, et dont je viens de tirer cette citation, il demande à Simone de Beauvoir si elle consentirait, je cite, à venir faire le point de cette condition depuis le deuxième sexe, lequel est, vous n'en doutez pas, notre livre de référence. Comment apprécier une telle réserve? La plongée que je fais grâce au journal intime dans l'archive de Memmi et une lecture de ce journal me permettent d'émettre quelques hypothèses. Notons d'abord l'omniprésence de l'éros dans le journal, où quantité de notations annotées d'un F, F comme femme bien entendu, semble pouvoir rejoindre des centaines de petites notes accumulées dans le garde-manger d'Albert Memmi. Memmi est un grand amoureux. Cela apparaît clairement dans le journal, particulièrement au cours des années 60 et 70. Vis-à-vis de toutes ces femmes, il est lui-même, il le sent bien, ce tyran pour lequel il tente de plaider dans L'homme dominé. Je cite le journal du 2 février 1964. « Les joies des femmes sont diverses, multiples et riches comme le monde.
Je peux bien préférer tel ou tel, mais dans toutes, j'aime, je découvre, je me réjouis et je peux me saouler. Certaines dames un peu sèches, Simone de Beauvoir, ont prétendu que ce n'était pas bien de parler ainsi, que c'était traiter les femmes en objet. Un objet, grand Dieu, mettons plutôt en animaux. Parenthèse, mais je dois m'enfoncer davantage aux yeux de ces sécheresses. Mais qu'est-ce que je fais, moi, quand je me livre aux mains d'une femme qui me plaît et à qui je sais que je plais, à qui je souhaite de tout mon cœur que je plaise? Qu'elle me prenne comme un animal, qu'elle aime, qu'elle savoure et caresse et embrasse. Ah, que je ne me plains pas quand une femme me traite ainsi, en animal. Les femmes sont les biches de mes amours, entre parenthèses Salomon, mes colombes délicieuses, mes chattes. C'est du mépris, ça? Fin de citation. On comprend qu'à ce petit jeu, la première victime était sa propre femme. Et il est tout à fait significatif que ce soit elle qui, ayant lu le deuxième sexe avant et sans doute de plus près que son mari, amène celui-ci à inscrire la condition féminine parmi les formes d'oppression. Et mieux encore, l'assiste dans la rédaction du chapitre consacré à la femme dans L'homme dominé, dont l'un des avant-textes porte d'ailleurs une mention manuscrite d'Albert Memmi. Je remercie ma femme, entre parenthèses, texte écrit avec la collaboration de Madame Dubache-Memmi. Allons plus loin. Face aux femmes qu'il a aimées, Memmi se définit humoristiquement comme tout à la fois le mal et le bien. Je demande pardon au traducteur ici, c'est un jeu de mots intraduisible en anglais. Du côté du mal se joue entre hommes et femmes le drame de la domination au bénéfice du mal. Mais le couple est aussi porteur de bienfaits pour les deux partenaires, non seulement par la valeur refuge qu'il peut constituer face à d'autres agressions du siècle, mais aussi, pourquoi le nier, par les satisfactions sentimentales et sexuelles qu'il permet. C'est ainsi que cette relation déborde largement la seule notion de domination. Et c'est sans doute par ce type de réflexion que Memmi, dans les années 70, est conduit à passer à nouveau frais à l'analyse des relations d'un autre type, dont les deux protagonistes tireraient un bénéfice réel ou supposé, de créer les nouveaux concepts de dépendance et de pourvoyance. Toujours cette nécessité d'adaptation. Voir la dépendance, esquisse pour un portrait du dépendant, 1969. Un nouveau type de relation généré par un besoin, naturel ou provoqué, que Memmi nommera savamment pourvoyance, au sein desquels s'inscrira logiquement la relation affective ou amoureuse. De la domination coloniale à toutes les formes d'oppression et de la condition de l'opprimé à des relations plus sophistiquées, parfois tout aussi dramatiques, de dépendance, dont vont à nouveau s'emparer quantité de disciplines diverses et variées, la psychologie, la psychanalyse, les thérapies des addictions, voire le volume collectif Figure de la dépendance autour d'Albert Memmi. On voit bien à ce cheminement de la pensée comment la pensée de Memmi est une pensée évolutive qui s'adapte à la marche du monde, contrairement à cette philosophie abstraite, figée, que jeune étudiant, il a approché en Sorbonne et à laquelle il a vite renoncé. Et comment cette pensée évolutive, cette philosophie de l'existence gagne en richesse et en complexité. Entrer dans l'analyse de toutes ces relations de dépendance et de leur implication pour le dépendant comme pour le pourvoyeur n'entre pas dans mon propos. Je ne retiendrai de l'analyse de ces deux premiers combats en guise de balle lancée dans le camp de certains contributeurs à venir, notamment des premières et dernières séances de ce colloque, que cette idée d'une pensée rigoureusement logique, mais dynamique, d'une œuvre constamment in progress, s'adaptant jusqu'à se contredire ou se renier, on le verra peut-être, c'est un reproche fréquemment adressé à Memmi. Je ne fais que, moi, dans cette introduction, que poser la question globalement,
sachant que d'autres ici tenteront de la résoudre. Donc, une pensée dynamique face au monde vivant dans lequel nous vivons, au monde mouvant. Et j'en arrive à un sujet sur lequel c'est la chose étonnante, c'est le contraire d'une pensée fluctuante et dynamique, c'est-à-dire une sorte de fidélité têtue à une idée, un entêtement, même parfois un enquistement dans une conviction rétrograde que certains reprochent parfois à Albert Memmi. Je veux parler de sa position pour la judéité et face à Israël. Ce troisième combat me semble pourtant découler directement des deux précédents. Et pour le démontrer, permettez-moi de revenir sur deux ouvrages essentiels qui sont Le portrait d'un juif, 1962, et La libération du juif, 1966. Sans trop insister néanmoins, puisque d'autres communications aussi doivent consacrer à ces livres, qui en fait, dans l'esprit de Memmi, n'en ont toujours fait qu'un. Je reviendrai sur ces livres pour souligner qu'au-delà de l'importance de ce diptyque dans son œuvre, le temps qu'il a mis et la difficulté qu'il a éprouvé à composer ce portrait, qui plus encore que le portrait du colonisé, touche à une dimension primordiale de son existence et de son histoire. On me pardonnera donc de passer rapidement sur le portrait d'un juif, ouvrage qui, au même titre que le portrait du colonisé, a connu une répercussion mondiale et a soulevé bien des débats. L'auteur y forge un triptyque conceptuel désormais bien connu et tellement opératoire de judéité, judaïsme et judaïcité, et il est amusant de noter, comme j'ai pu le faire à l'occasion de l'édition génétique des portraits en 2015, que Memmi, qui a lu L'Argent d'Émile Zola, qui a lu les ouvrages des Tarot qu'il cite dans cet essai, utilise exclusivement dans les avant-textes de ce portrait d'un juif les termes de judaïsme et de juiverie. Ce dernier, tout à la fois ambigu et terriblement connoté, pouvant tout aussi désigner le quartier dans lequel vivent les Juifs qu'une identité, une condition, considérée de manière essentialiste. Dans ce triptyque judaïsme, judaïcité, judéité, ce qui visiblement passionne le plus Memmi, c'est l'analyse en positif comme en négatif de la judéité. Et d'abord de sa judéité, ce qui fait qu'il est juif, qu'il reste juif, en dépit de son assimilation somme toute réussie à des milieux non juifs, par son mariage mixte, par l'écriture en langue française, par son adhésion aux valeurs de la laïcité et son éloignement de toute croyance, confère dans les dictionnaires à contre-courant et dictionnaires critiques à l'usage des incrédules sa dénonciation des religions, toutes aussi farfelues, dit-il, et de ceux qui s'y raccrochent, ceux qui tentent de croire à jamais, dit-il, et qu'il nomme les fidéistes. À l'issue de bien des développements sur le juif réel et le juif mythique, de fines analyses du malheur d'être juif, Memmi en arrive à une double conclusion dans le portrait d'un juif. D'une part, que la condition juive, au même titre que la condition du colonisé, n'est pas une condition d'homme libre. Sa conclusion du premier de ces deux ouvrages est intitulée « La figure de l'opprimé » et elle lui valut bon nombre de critiques au sein des judaïcités elles-mêmes. D'autre part, que ce n'est pas en tant que croyant, mais en tant que membre d'une minorité ethnique que les Juifs ont, partout et de tout temps, été victimes d'oppression. Autre constat qui peut évidemment prêter en discussion reste que si l'on accepte ces deux prémices abondamment documentées et argumentées dans les pages du portrait d'un Juif, on aboutit, au terme d'un raisonnement parfaitement syllogistique, à une conclusion semblable à celle du portrait du colonisé. Si c'est en tant que minorité ethnique, en tant que peuple, que le juif est opprimé, il ne peut se libérer qu'en tant que peuple. Et cela induit l'idée de nation. On mesure là l'extrême, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, l'extrême rigueur et la logique rationnelle, redoutable à l'œuvre chez Memmi. Mélange de cartésianisme et de pensée à contre-courant sur le mode de Spinoza,
Or, on sait ce que de l'un comme de l'autre, Descartes et Spinoza, il advint pour avoir voulu être et demeurer des penseurs libres et indépendants. Ce qui me conduit, à travers une rapide analyse de la libération du juif, à cet aspect capital et si discuté de la pensée de notre ami. Je veux parler de son sionisme, sur lequel j'ai entendu un peu tout et n'importe quoi, notamment à la suite de son décès. Parvenu à ce point de mon exposé, devrais-je une fois encore plaider ma volonté d'objectivité, celle du chercheur que je suis face à ces questions qui ne me concernent pas personnellement, car, je le répète ici, je ne suis ni d'Ismaël ni d'Israël. Et oui, personne n'est parfait, mais qui nous concerne cependant tous. En utilisant tout à l'heure l'expression minorité ethnique et à présent ce mot sionisme, j'ai bien conscience d'avancer sur des œufs dans un univers où certains termes n'ont plus droit de citer et où d'autres, au contraire, à force d'avoir été manipulés, perdent tout leur sens. Ainsi du terme sionisme, devenu chez beaucoup une injure. Je laisserai donc à d'autres, à mon ami Haïm Saadoun, au professeur Yehuda Ken, d'autres encore bien plus savants que moi sur la question, le soin de définir le sionisme de Memmi et la trace que celui-ci a laissée dans sa vie et dans son œuvre, depuis son militantisme adolescent à Shomer Hatzaïr, jusqu'au conflit avec son ancien étudiant Abdelkebir Katibi, mais aussi avec Golda Meir. Qu'on me permette seulement, avant de passer au 4e combat, de verser à ce débat une pièce capitale dont n'a pu avoir connaissance aucun de ceux qui jusqu'à présent ont évoqué le sionisme d'Albert Memmi. Je veux parler d'une archive manuscrite inédite et imposante, rassemblée par l'écrivain sous le titre « Journal israélien » et qui contient en fait toute l'archive recueillie par l'écrivain lors des 6 ou 7 voyages qu'il effectua en Israël, avec une particulière importance accordée au séjour de l'été 1975, plus divers documents, en particulier des correspondances avec des amis ou des parents vivant en Israël, ainsi que le texte de plusieurs conférences et interviews faites à l'occasion de ces séjours et jamais recueillis. Je ne peux évidemment pas m'étaler ici sur cet ensemble qui traite tout à la fois de l'État d'Israël, de son histoire récente, de sa légitimité, mais aussi de sa politique, périodiquement injuste et brutale, voire dans le journal de l'année 1959, les récits de la campagne du Sinaï que fait Charles, frère d'Albert, officier de Tsar, et des droits des Palestiniens à vivre en paix dans un État qui serait le leur. On trouve aussi dans cette archive tout un cahier de notes, une étonnante correspondance avec Jean Genet à propos de l'enlèvement d'Eichmann, de son procès, du compte-rendu qu'en fit Hannah Arendt, prétexte pour Memmi à un retour sur certaines réflexions effleurées dans son journal de guerre après l'épisode de la rafle des Juifs de décembre 1942. Face à l'inacceptable, toute victime ne peut-elle que se soumettre ou doit-elle prendre l'initiative d'une révolte, quels que soient les risques encourus? Et tout cela nous mènerait trop loin. Je vous renvoie donc à la publication du 2e tome du journal qui, guerre israélo-arabe oblige, abordera très largement cette épineuse question à laquelle vous me permettrez d'échapper ici en citant simplement le journal 1958 où Memmi envisage de faire le portrait d'un Don Quichotte comique et à compte courant qui lui ressemble fort. Je cite: « Sioniste quand les Juifs ne l'étaient pas, pro-arabe quand les Juifs deviennent sionistes et anti-arabes, hésitant à l'égard des Arabes en Tunisie, mais pro-arabes en France, et bientôt la réconciliation entre Arabes et Français. Alors il sent qu'il devient pro-israélien. On n'aurait sans doute pas pardonné, je passe à au quatrième de ces combats, la vocation littéraire et le rapport à la langue française. On n'aurait sans doute pas pardonné au littéraire que je suis de ne pas aborder dans ce panorama la production littéraire d'Albert Memmi, certes relativement modeste
En quantité, 5 romans, 1 recueil de nouvelles, 2 recueils poétiques, plus quelques ouvrages relevant de la forme brève. Mais si complémentaire à son œuvre d'essayiste et qui occupa dans sa vie une fonction importante, celle-là précisément sur laquelle je voudrais à présent m'arrêter. À propos de littérature, ce n'est plus d'engagement, mais de vocation qu'il convient de parler. Dans la mesure où le journal le montre suffisamment, le jeune Memmi a toujours pressenti qu'il allait devenir écrivain, le plus grand écrivain français, dit-il dans certains romans. Il le dit évidemment malicieusement, dans d'autres, le plus grand écrivain israélien. Mais dans tous, il présente des personnages qui écrivent. Mieux, Memmi a toujours su qu'il devait écrire et que cela serait une condition de sa survie. Mais comment devient-on écrivain de langue française à 25-30 ans lorsqu'on est né dans une famille non francophone et qu'à 6-7 ans, on ne parlait pas encore un seul mot dans cette langue? Voilà une question qui, au-delà du cas Memmi, a toujours passionné le spécialiste des littératures francophones que je suis. À propos de Memmi, il faudrait bien sûr évoquer le rôle tenu en Tunisie ou ailleurs par les écoles de l'Alliance israélite universelle, parler aussi de la chance inouïe qui permit à ce jeune juif d'intégrer ensuite le prestigieux lycée Carnot et des professeurs merveilleux qu'il eut la chance d'y rencontrer, notamment le poète Jean Amrouche en première et le philosophe Aimé Patry en terminale. Memmi lui-même a évoqué cet apprentissage dans son premier roman, La statue de sel, rendant hommage à ses 2 professeurs, Amrouche et Patry, sous les pseudonymes ou les noms déguisés de Poinceau et Marou. Je voudrais mentionner rapidement la dimension formatrice de ce journal. J'en ai longuement parlé en introduction au premier tome du journal, Les hypothèses infinies. Dimension formatrice de son journal dans la période d'adolescence. Dans cette période-là, le journal fonctionne à la fois comme un ensemble de fiches de lecture et un cahier de brouillon, une sorte de cahier d'exercice, de rédaction, de dictée, un cahier d'élaboration laborieuse d'un style, d'une syntaxe, de l'apprentissage d'un vocabulaire, de l'apprivoisement d'une langue que le jeune homme maîtrise très progressivement à un point tel qu'il va forger son propre lexique, dont certains termes, j'en ai déjà parlé, sont désormais passés dans les dictionnaires. Dès l'année de la publication de son premier roman, La statue de sel, en même temps qu'il s'inscrit assez naturellement, le mot serait discutable, l'adverbe serait discutable, on pourra y revenir, c'est ce qui m'a permis d'ailleurs d'inscrire ma thèse sur la littérature judéo-maghrébine, mais enfin, dès la publication de son premier roman, Memmi est inscrit dans la génération dite première génération des écrivains maghrébins de langue française. Feraoun, Dib, Mamri, Sefrioui, Shraibi, Kateb, Yessine. Et simultanément, il s'intéresse lui-même de près à ces littératures. Cette énumération que je viens de faire ne suffirait pas à épuiser l'inventaire des écrivains francophones du Maghreb et d'ailleurs avec lesquels il correspond et qu'il présente lui-même dans le journal L'Action dont j'ai parlé tout à l'heure, journal auquel il collabore lorsqu'il vit en Tunisie entre 1949 et 1956 et dans lequel il théorise d'ailleurs les attendus de cette production. Il faut dire qu'au-delà de sa propre vocation d'écrivain, cet engagement pour la littérature maghrébine est étroitement lié à l'intérêt que Memmi porte au bilinguisme du colonisé, question qu'il développe dans l'ultime partie du Portrait du colonisé et sur laquelle il reviendra ensuite à plusieurs reprises. Plus tard, il prendra l'initiative de plusieurs anthologies des littératures du Maghreb, dont la première, que j'ai déjà citée, Anthologie des écrivains maghrébins d'expression française, publiée chez Présence africaine fin 1964, soulèvera un beau raffut médiatique, les écrivains français du Maghreb n'acceptant pas d'être évincés d'un corpus auquel ils pensaient appartenir avec Camus et quelques autres, au sein d'une vaste et utopique école nord-africaine des lettres. Mais venons-en à la poétique d'Albert Memmi. Qu'en sait-on exactement
au-delà de ses premiers romans, La statue de sel et Agar, que l'on traite généralement plus comme des documents sociologiques ou ethnologiques que comme des œuvres littéraires. C'est, il est vrai, le piège du genre autobiographique dont il relève, et plus encore parmi cette première génération d'écrivains du Maghreb dont je viens de parler. Memmi s'en est-il plus ou moins consciemment rendu compte dans les années 60, au cours desquelles il se montre particulièrement assidu au colloque de Royaumont et aux décades de Cérisy-Lassalle, où il a l'occasion de fréquenter Queneau, Robbe-Grillet, Ionesco. Toujours est-il que le journal de cette décennie, les années 60, nous le montre, s'interrogeant sur la valeur fictionnelle du genre autobiographique et sur la modernité romanesque, récusant les théories surréalistes et le nouveau roman, pour des raisons qu'il serait trop long de développer ici. Il essaie alors de se forger son propre art romanesque, fait d'adaptation et d'innovation. Ainsi, il s'intéresse à la notion de personnage, lui qui, à quelques exceptions près, d'ailleurs très réussi, et qui vont du reste revenir dans ses romans ultérieurs, comme L'oncle Marclouf ou Camouna, la sœur folle, n'a jusqu'alors choisi comme personnage de ses premiers romans que des personnes ayant réellement vécu dans son entourage. Il s'intéresse également, cela sera particulièrement visible dans Le Scorpion, à la polyphonie narrative, adaptée de Flaubert et de Gide, dont il est grand lecteur, ainsi que des premiers romans d'Albert Cohen, qui paraissent précisément dans les années 60, avec leur galerie de personnages multipliés et leur procédé de carnavalisation du récit, qui inspireront Memmi. En ce qui concerne les innovations, mentionnons les différents niveaux de lecture induits par la perception d'un réel toujours fuyant, d'une histoire engloutie, d'une mémoire poreuse et en même temps si créatrice. Afin de distinguer tous ces niveaux, Memmi proposera une subtile théorie de l'écriture colorée qu'il ne pourra pas complètement mettre en œuvre dans son roman Le Scorpion pour des raisons éditoriales, mais qu'après discussion avec Roland Barthes et Étiamble, il théorisera en 1986 dans un petit essai L'écriture colorée ou Je vous aime en rouge, sous-titré Essai sur une définition nouvelle de l'écriture, la couleur. Il y a justement dans l'œuvre de Memmi un roman laboratoire de toute cette conception de la poétique. Un roman très complexe, très construit, mais sans doute pour cette raison même méconnu et peu souvent analysé au regard des autres. Ce roman, c'est Le Scorpion. Et c'est avec ce roman et le journal du Scorpion, un inédit qu'il m'a laissé le soin de publier, que Memmi nous fournit les clés de son processus de création littéraire et de la dialectique qui s'instaure entre un écrivain de fiction et son premier lecteur, et plus largement parlant, un créateur et son public. Il imagine la disparition, dans ce roman, Le Scorpion, d'un romancier, Émile, dit Emilio, dont le frère Marcel, médecin ophtalmologue, est chargé par l'éditeur de retrouver un ouvrage ébauché par la famille de mettre de l'ordre dans la cave, ce tiroir toujours entrouvert, je cite, en haut à droite de son bureau, où est jeté en vrac au jour le jour, ces feuilles toujours du même format écolier, seul point rassurant apparemment, sans jamais les reprendre, sauf pour en sortir de temps en temps une, je ne sais par quel tour de passe-passe, un livre. Et voilà que le tour, c'est moi qui dois l'opérer. Seulement moi, je n'en connais pas les règles, je ne sais pas faire de livre, et pour mettre de l'ordre, il me manque une clé, peut-être plusieurs. C'est le frère qui parle, Marcel. Lui est un scientifique totalement étranger au monde de l'imaginaire d'Émile, et il se demande bien comment il va pouvoir se retrouver parmi ce matériau composite, comment l'organiser. À travers l'ensemble des métaphores mises en place dans ce roman, la cave, on reconnaît les propres archives de Memmi, où il est question de garde-manger, j'en ai parlé tout à l'heure, garde-manger, la cave, c'est tout comme l'ensemble des fiches documentaires et autres éléments de documentation, notamment toute une iconographie au statut très particulier dans Le Scorpion. À travers les commentaires d'Émile
et son autoportrait, le travail d'organisation du romancier. Et dans la posture de Marcel, à la recherche d'un roman publiable qui soit autonome et signifiant, on reconnaît l'attitude de l'apprenti généticien en quête du lien menant des avant-textes à un ouvrage achevé. Médecin spécialiste de la vue, symbole évident, Marcel se pose ici, à la lecture des avant-textes rédigés par son frère, la question du rapport à la réalité la plus proche, notamment la réalité familiale, et à la vérité de ce que celui-ci, son frère, en présence. Ainsi, face à une photographie de la mère en costume traditionnel brandie par Émile comme une preuve de l'ascendance bédouine de la famille maternelle, Marcel vient contredire aussitôt, je cite Marcel, « Cette photo est belle, assurément, mais c'est encore du carnaval. Je la connaissais, moi aussi. On m'en a raconté l'histoire maintes fois. Mais il n'y a de vrai là-dedans que la beauté de poupée sauvage de notre mère, et peut-être Emilio qui était dans son ventre. Car elle était enceinte, d'où la gargoulette pour cacher ce ventre. Et la photo en costume bédouin fut le résultat d'un vœu de femme enceinte. Ces vêtements somptueux devaient appartenir au photographe qui les prêtait à ses clientes. Mais pourquoi présenter cette photo comme typique de notre mère? N'est-ce pas déformer la vérité en la tirant dans un sens? Cinquième et dernier combat, en forme de point d'interrogation de ma part et en forme de conclusion de cet exposé. Bien sûr, il y a derrière toute cette œuvre, publiée et non publiée, une vision du monde et de la place de l'homme en son sein. C'est du reste ce qui nous reste de tout vrai artiste, tout vrai créateur. Et Memmi était dans ces dernières années très soucieux de sa postérité. Le dernier point de mon exposé abordera donc sa philosophie de l'existence, ou peut-être plus humblement l'idée que je me fais de cette philosophie, que je m'en suis fait au fil de mes lectures, de ma fréquentation de cet auteur. Cette fréquentation de l'œuvre, mais aussi depuis plus de 40 ans de l'homme, je répugne à parler de proximité avec Memmi, encore plus d'intimité, parce que j'ai tellement vu, surtout depuis sa disparition, de personnes qui, pour s'être assises quelques dizaines de fois sur le canapé de son salon, ou sans jamais approfondir les choses, elles ont pu goûter à sa grande courtoisie et à sa parfaite urbanité. Ces personnes se gosent d'être des proches, voire, me disent-elles, des enfants spirituels d'Albert Memmi. Cela me conduit aujourd'hui à dépeindre à quelques points cet homme et à tenter de cerner sa philosophie de l'existence, et je dis bien tenter, car Memmi, et c'est pour ça que je suis un peu choqué par l'attitude que je viens de dépeindre, Memmi était un être secret et qui savait parfaitement préserver son intimité. Alors comment qualifier sa philosophie de l'existence? Le premier aspect qui m'apparaît d'évidence, c'est la volonté constante de cet homme de demeurer sur son quant à soi, une maîtrise du verbe et du geste, relevant d'un apprentissage, car jeune, dit-il lui-même, il était d'un tempérament impétueux, ce que montre d'ailleurs très bien son journal. C'est aussi sa rétivité face à toute forme d'embrigadement, j'ai essayé de le montrer en introduction. Homme fidèle, je veux dire, sur qui on pouvait compter lorsqu'il affirmait ou promettait quelque chose. Memmi n'était pas pour autant un homme de foi, en ce sens que pour des idées ou une croyance, il ne se serait jamais abandonné à un groupe, à une chapelle, j'ai déjà dit ce qu'il pensait des religions, ou à un mouvement politique quelconque. J'en ai déjà parlé dans mon introduction, le militantisme vécu comme un sacerdoce
ce qu'il appelait le fidéisme, l'exécrait, au point qu'il n'a jamais milité dans le moindre parti. Dans les années 60, il avait très mal pris le refus de la naturalisation qui lui avait été signifiée au motif rendu par les renseignements généraux d'une prétendue adhésion au Parti communiste. Ni même qu'il n'avait milité dans la moindre association, mis à part une ou deux, le Pain Club ou l'Association pour un judaïsme humaniste et laïque, par exemple, pour des actions auxquelles il tenait vraiment ou à travers lesquelles il s'était lié à des individus dont il se sentait proche. Je pense par exemple à Vercors au sein du Pain Club français. La philosophie de Memmi, c'est aussi une philosophie du raisonnable. Je veux dire, qui fait appel tout à la fois à la raison et à la logique. Les sens, l'imaginaire, l'inconscient, trouvant eux leur place d'expression dans le domaine de la fiction. Et une philosophie qui privilégie le juste milieu. Memmi n'aimait ni les excès, ni les extrêmes. Il était plus révolté que révolutionnaire. Il abhorrait la guerre, le terrorisme, le fanatisme, quel qu'il fût. La philosophie de Memmi, c'est enfin, j'ai tenté de le montrer dans cet exposé, une philosophie pragmatique, rationaliste, progressive, dynamique, fondée sur l'homme plutôt que sur les hommes. Il se méfiait du côté prédateur sitôt que les hommes agissent en groupe ou en meute, disait-il. C'est pourquoi je préfère le qualifier de personnaliste plutôt que d'humaniste. Enfin, je persisterai et signerai, même s'il me contestait parfois cette qualification, c'est à mes yeux, peut-être, parce qu'il eut toujours cette longueur d'avance dont parlait monsieur l'ambassadeur tout à l'heure, une philosophie plutôt pessimiste, dans laquelle l'œuvre de fiction ferait office de soupape. D'où les titres donnés aux deux ouvrages que j'ai consacrés à Albert Memmi, écrivain de la déchirure et du malheur d'être juif au bonheur séfarade. Décolonisation, mouvement estudiantin, féminisme dans les années 60-70, chute du mur de Berlin, printemps arabe plus récemment. Bien qu'il en ait approuvé des avancées, jamais je n'ai vu Albert Memmi exulter face à ces événements historiques. Mais prendre cela comme la preuve d'un esprit réactionnaire serait un profond contresens. C'est du pessimisme, une vision souvent angoissée d'un siècle épouvantable, comme il disait, celui qu'il a traversé. J'ajoute, comme il ajoutait lui-même, si c'est du pessimisme, c'est un pessimisme raisonné, éclairé par ces petits bonheurs de l'existence qu'il a lui-même égrené dans quelques journaux des années 80 et 90, puis recueilli dans des petits bouquins dont personne ne parlera durant ce colloque, et c'est bien dommage. Il s'agit donc, je cite, d'un pessimisme qui tente de se résoudre, comme il me le répétait souvent, et comme il me l'a écrit dans une longue lettre justificative dans laquelle il cite Albert Camus. Nommer le désespoir, c'est le dépasser. La littérature désespérée est une contradiction dans les termes. Je vous remercie. Comment vous remercier, professeur Dugas, pour cette vraiment très belle, très intéressante exposition, présentation tellement riche qui ouvre un peu, je crois, les perspectives pour le futur recherche sur Albert Memmi. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. Oui. Et même pour le rôle que vous prenez pour amener, apporter à nous tous, les chercheurs, tout
les archives d'Albert Memmi, tout l'œuvre d'Albert Memmi comme transmetteur de cette littérature, ces œuvres qu'il a écrites, c'est vraiment quelque chose de très, très intéressant. Et j'espère vraiment qu'on pourra continuer à coopérer personnellement et avec l'Institut Ben Tzvi. Merci beaucoup, professeur Dugas, pour votre présentation. Et maintenant, je voudrais passer la parole, s'il vous plaît, au Max Memmi. Max Memmi est le plus jeune de la fratrie de Memmi, qui comporte 4 garçons et 4 filles. Donc, l'aîné de la famille est Eugène et le second, c'était Albert. Max Memmi a 15 ans du moins que son frère Albert. Parallèlement à sa carrière professionnelle, Max Memmi est l'auteur de plusieurs romans et un conte biblique. Max Memmi travaille et finalise actuellement un ouvrage sur l'histoire de la famille Memmi. Je suis très content que M. Max Memmi est parmi nous et je vous passe la parole, s'il vous plaît. Merci, cher professeur Haïm Sadoun. Vous m'entendez? Je suis heureux et fier de m'exprimer à l'ouverture de ce colloque de 3 jours organisé en hommage à mon frère Albert Memmi. Mais après ce brillant exposé de mon ami Guy, mon propos va vous paraître évidemment futile et plat. Et s'agissant de confession intime, j'espère en tout cas qu'il ne choquera personne. Je voudrais vous dire simplement combien mon frère me manque. Sa disparition, je l'ai ressentie comme une blessure douloureuse. Pourtant, je savais que c'était inéluctable. À quelques mois près, on aurait fêté ses 100 ans. Dans le temps très court qui m'est imparti de 10 minutes, j'évoquerai seulement quelques aspects clairs-obscurs de sa personnalité, qui n'engagent que moi, évidemment. Loin des discours dithyrambiques que l'on entend ou que l'on attend pour pareilles circonstances. J'ai toujours été très proche de mon frère Albert parce que j'ai naturellement beaucoup vécu près de lui, que ce soit à Tunis ou à Paris, mais aussi parce que j'en suis convaincu, comme j'étais son préféré, je fus le seul de la famille qui l'invitait à tous les événements importants de sa vie. Réception avec des écrivains célèbres, la Légion d'honneur reçue des mains de la République, accueil à l'Académie française pour recevoir le Grand Prix de la francophonie, qui est le prix le plus prestigieux de cette institution. Réception à la Bibliothèque nationale de France pour confirmer le dépôt de toutes ses archives, etc. Et partout, il m'invitait, et j'étais son seul photographe, puisqu'avec l'écriture et la littérature, c'est mon troisième violon dingue. De mon frère Albert, je retiendrai l'image d'un homme occupé à écrire. Quand il ne lisait pas, il écrivait. Il a passé sa vie à écrire. Aussi loin que roman peut souvenir, depuis ma petite enfance jusqu'à ma vie d'adulte, c'est cette image de mon frère en train d'écrire qui s'impose à moi. Qu'il soit seul dans une pièce, ou que de fois enfant à Tunis, fasciné, je l'observais, jusqu'à ce qu'il me chasse, ou même plus tard à Paris. Il avait toujours un cahier sous la main pour tracer quelques lignes ou seulement quelques mots. Nous l'agacions, nous l'empêchions de travailler. Il était avare de son temps et il n'a jamais changé d'environnement. Je voulais savoir s'il a une question là parce que je ne vois pas mon image. C'est normal. Comment? Est-ce qu'on m'entend? Je peux poursuivre? On vous entend faiblement, Max. On m'entend faiblement? On vous entend faiblement. Ah. Bon.
Essayez peut-être de placer le micro peut-être plus devant la bouche. Ça, Voilà. tant mieux là. Ça, vraiment. C'était tout faire. Max? Ça va, Max? Je poursuis. Est-ce qu'on m'entend? On m'entend pas? Ça va mieux, un peu mieux maintenant. Allez-y. Je poursuis alors. אולי כדאי בלי האוזניות. אולי כדאי לדבר בלי האוזניות, פשוט. Non, non. Allez-y, monsieur Mimi. Je vois pas bonne image non plus. Est-ce que c'est normal? Oui, oui, ça va. Est-ce que ça va mieux? Oui, ça va mieux. Bon. Au cours de nos conversations, il me confiait quelquefois qu'il lui arrivait de se demander s'il n'était pas passé à côté de la vraie vie. Tout en ajoutant aussitôt qu'avec tous les livres qu'il avait écrits, il laisserait peut-être une trace. Lui, athée et rationaliste convaincu, il se préoccupait pourtant du jugement de ceux qui s'intéresseraient à son œuvre après sa mort. Un jour, il y a fort longtemps, je lui dis en souriant qu'il avait fait de l'immobilité son moteur de création et de vie. Une vie entièrement consacrée à l'écriture, au service d'une belle œuvre. Il avait gentiment approuvé. Oui, c'est assez bien vu, fut sa réponse. Et il me plaît de croire, naïvement, compte tenu de nombreuses et riches conversations, que c'est moi qui lui ai peut-être soufflé le titre du nomade immobile, ce livre testament magistral qui fait la synthèse de toute son œuvre et de toutes ses idées. Livre dont il pensait honnêtement qu'il serait le dernier. Mais il eut encore la force d'en produire d'autres sur ces thèmes qui ont taraudé toute sa vie. Dépendance et pourvoyance, colonialisme. Puis enfin, son tout dernier essai, fin 2009, le Testament insolent. Il avait alors 89 ans. Pendant les 10 années qui ont suivi, ponctuellement, je le questionnais sur ses projets. Il me faisait toujours la même réponse. Ce serait là son dernier livre. Je lui montrais mon incompréhension, ma déception qu'il n'écrive plus. Alors il m'indiquait un de ces sempiternels cahiers d'écolier, jamais loin de sa plume, ou sur le tard de simples feuilles volantes, en me précisant que l'écriture était pour lui comme un besoin physiologique. Il continuerait d'écrire jusqu'à son dernier souffle. Mais qu'en effet, il n'y aurait pas d'autre livre écrit de sa main. En ce qui concerne ma propre production littéraire, au début, dans les années 80-90, il s'était montré fermé, un peu jaloux, alors que vraiment je me sentais comme un nain à côté de lui. Il a été jusqu'à oser me suggérer de changer de nom. C'était son domaine réservé. L'écrivain Mémy, ce devait être seulement lui. Mais par la suite, il avait progressivement évolué et adopté enfin une attitude plus bienveillante. Je voyais bien qu'il prenait la peine de lire mes romans, puisqu'il me complimentait sur mon imagination, reconnaissant en moi un vrai romancier, en me précisant que lui-même n'avait pu écrire que des récits autobiographiques, et que de ce fait, dans ses propres bibliographies successives, il avait décidé de requalifier ses romans en récits. Ces 5 dernières années, il allait jusqu'à me donner des conseils d'écriture pour améliorer mon style, avoir plus d'exigence dans la relecture, me gratifiant de lettres encourageantes, mais sans complaisance, dans lesquelles il me donnait son opinion précise sur mon dernier livre. J'ai ainsi
l'épreuve orale et écrite. Il avait beaucoup apprécié mon essai sur ma part de judaïté. Être ou ne pas être juif, préfacé par le philosophe et écrivain Pascal Bruckner, dont il admirait la lucidité et le courage. Quand j'allais lui rendre visite dans son appartement du 5 de la rue Saint-Méry, à quelques pas de l'hôtel de ville de Paris, où il a vécu sans interruption en tant que locataire depuis 60 ans, nous parlions de politique, de littérature, mais aussi beaucoup de notre famille. Il tenait absolument à être en paix avec les siens. Et sur le tard, il était en demande. Il me sollicitait pour que je lui rende visite et il insistait quelquefois pour que je dîne avec lui et que je reste au moins jusqu'au lendemain matin. Malgré ma grande proximité avec lui, ce qui avait toujours dominé, c'était un mélange de respect et d'affection. Et je sentais que nos relations devenaient enfin seulement fraternelles. Et je me voyais grandir à ses yeux. Des années après la mort de sa femme Germaine, née du bac, j'ai été surpris et amusé. Il devait tout de même avoir près de 93 ans. Il me demande si je pensais qu'il pourrait encore avoir une relation amoureuse. J'ai naturellement été très touché par sa confiance. Mais tout de même, toute sa vie, et jusqu'à sa dernière heure, il resta intraitable sur un point. Il fallait prendre rendez-vous pour le voir, jour et heure à lui proposer, au moins 2 jours à l'avance. Mes sœurs, et surtout ma sœur Badou, dont il était pourtant très proche, en avaient beaucoup souffert. Au cours de mes visites, il me posait des questions comme s'il vivait en reclus, comme un moine, ce qu'il était du reste en quelque sorte. Il aimait beaucoup écouter, humblement, et quand il souriait, de ce sourire plein de bonté qui illuminait son visage, je me sentais gratifié. En revanche, je ne crois pas l'avoir jamais vu rire aux éclats. Mon frère Albert était un homme austère, très mature avant l'âge. Ma mère me confiait qu'il n'avait jamais joué comme les autres enfants. Il réfléchissait trop, ce qu'il m'a confirmé lui-même. La raison, tout simplement, il ne voulait pas perdre son temps. Ce que je peux affirmer, c'est que mon frère a toujours été très réservé et infiniment pudique. Jamais enclin à des démonstrations de tendresse. Je vous avoue que j'en ai un peu souffert, mais je mettais son attitude sur le compte de la timidité. Albert était très différent de nous tous. Une fratrie de 4 garçons et 4 filles, et non pas 12 ou 13, comme j'ai souvent lu ici ou là. Il était le seul persuadé que le salut vient d'une étude solide et d'un bon métier, et il nous le martelait. Il nous protégeait, lutter contre notre père pour éviter que nous abandonnions trop tôt notre scolarité et que nous ancrassions dans la boutique de borellerie paternelle. Il devenait un substitut de père. Il a été le seul à avoir osé affronter justement ce père vieillissant et malade, à ne pas lui céder. Leur querelle, au grand jour, nous effrayait. Il était intransigeant, on dirait aujourd'hui droit dans ses bottes. Il défendait ses convictions avec force et passion, et même quelquefois avec violence, ce qui provoquait en lui de grandes colères. J'en parle bien entendu en tant que témoin. Et cela me révélait ainsi notre face, plus sombre de lui. Je pourrais, si j'en avais le temps, lui donner plusieurs exemples, tant au sein de notre famille qu'ailleurs, lors de débats publics auxquels j'ai assisté. Combien de fois ai-je entendu me dire, lorsqu'il évoquait avec moi ses comportements intempestifs, anciens ou récents, qu'il regrettait amèrement se laisser aller stérile, qui ne lui procurait que des ennemis. C'est peut-être pourquoi Albert n'a jamais aimé les médias, s'en méfiant par principe ou se méfiant de lui-même, persuadé qu'il avait mieux à faire en écrivant chez lui. Je lui faisais remarquer qu'il risquait alors de ne pas être connu du grand public. Mais c'était son choix. Il faisait cette réponse amusante, je m'en fiche. Voilà ce que j'entends encore me confier au fil de ces années passées. Un autre aspect de sa personnalité, il n'a jamais renié, c'est son comportement face à la pauvreté, qui est la conséquence de l'état de grande pauvreté de nos parents. Il ne s'en est jamais remis.
ce qui l'a amené à juger sévèrement les familles nombreuses. Albert a été le seul de la famille à ne pas être grand-père et à être assez strict avec ses 3 enfants. Exiger d'eux tout au moins des 2 premiers, quand ils étaient très jeunes, pour ne citer qu'un seul exemple, ils vendent d'abord leurs livres scolaires avant de pouvoir en acquérir d'autres. Ce souvenir, l'ancien m'a marqué. Albert rédigeait souvent les équations les plus compliquées de simple débit et crédit. Qu'ai-je reçu? De qui? Que dois-je donner? À qui? Il en parle d'ailleurs dans plusieurs de ses livres. Je lui opposais nettement ma différence. On doit donner sans compter. Était-il avare? Non. Je pense économe, anxieux, cette anxiété héritée de notre père, inquiet en l'avenir, n'ayant jamais réussi à se libérer de cette vieille peau de pauvre. À côté de cela, il s'est comporté très généreusement, en aidant pendant de longues années et jusqu'à sa mort l'unique ouvrier de mon père, malade et dans le besoin, en aidant aussi le mari de notre sœur Mado à démarrer professionnellement. Et surtout en accordant des prêts importants qui ne lui ont jamais été remboursés, je l'ai dit, à notre sœur Edna et à notre frère Rigal qui vivait en Israël. Albert Mémy, mon frère, était certes un être complexe, mais si attachant que tu me manques cruellement. Et si je peux me permettre de m'accorder encore quelques secondes, j'ajouterai que jamais un écrivain, à ma connaissance, n'a eu autant qu'Albert Mémy à cultiver la maïeutique socratique. Max, excusez-moi, Oui. on ne vous entend plus du tout. Ah, on n'entend plus du tout. Non, on ne vous entend pas malheureusement. Il faudrait rapprocher le micro de votre bouche et essayer de parler beaucoup plus fort. Essayez de parler fort et d'articuler un peu plus. J'articule très bien, mais à partir de quand vous ne m'avez pas entendu Essayez de placer peut-être le micro un peu plus devant ou peut-être enlever les écouteurs. On me dit peut-être enlever les écouteurs. J'enlève les écouteurs. Mais vous ne m'entendez plus là. Vous n'entendez plus du tout. On vous entend quand vous enlevez les écouteurs. Vous m'entendez mieux là? Oui. Vous m'entendez mieux? Oui, on vous entend mieux. Allô, vous m'entendez mieux? Oui, allez-y. J'ai l'impression qu'on vous entend mieux sans les écouteurs. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Là, c'était très bien. Vous m'entendez mieux là? Oui. Vous voulez que je reprenne? Vous voulez que je reprenne ou non mes notes? Reprenez un tout petit peu avant. Il faut continuer, à mon avis, parce qu'on n'a pas assez de temps. Alors, voilà. Max, si vous pourrez continuer. Alors, continuez. Vous voulez que je reprenne un peu avant ou non? Non, pas du tout. Continuez, s'il vous plaît. Le temps nous manque. Est-ce que vous avez entendu Albert rédiger souvent les équations les plus compliquées? Oui, allez-y. Voilà. Allô? Oui? Oui. Bon, Albert réduit souvent les équations les plus compliquées à de simples débits et crédits. Qu'ai-je reçu? De qui? Que dois-je donner? À qui? Je lui opposais nettement ma différence. On doit donner sans compter. Est-ce que vous entendez bien là? Oui, allez-y. Je poursuis? Oui, poursuivez. Continuez. Était-il avare? Non. Économe? Anxieux? Cette anxiété héritée de notre père,
inquiet de l'avenir, n'ayant jamais réussi à se libérer de cette vieille peau de pauvre. À côté de cela, il s'est comporté très généreusement, en aidant pendant de longues années et jusqu'à sa mort l'unique ouvrier de mon père, malade et dans le besoin, en aidant le mari de notre sœur Mado à démarrer professionnellement et surtout en accordant des prêts importants qui ne lui ont jamais été remboursés, m'a-t-il dit, à notre sœur Edna et à notre frère Igal qui vivaient en Israël. Albert, Mélie, mon frère, tu étais certes un être complexe et si attachant que tu me manques cruellement. S'il m'accordait encore quelques secondes, j'ajouterai que jamais un écrivain n'a eu autant qu'Albert Mélie à cultiver la maïeutique socratique, ce fameux « connais-toi toi-même » pour comprendre les autres et le monde et accéder à l'universel. Albert Mélie a construit toute son œuvre à partir d'une introspection permanente de lui-même. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Max Memmi. Et maintenant, pour terminer, terminerons cette session inaugurale par un très court film de 16 minutes sur la Hara. C'est l'ancien quartier juif de Tunis qui est devenu synonyme à la vie que Albert Memmi a voulu oublier en quittant l'impasse pour la nouvelle vie. Le symbole du quartier juif préoccupait beaucoup Albert Memmi. Le film La Hara est réalisé par Margot Fitoussi, membre du département d'anthropologie à l'Université de Columbia, et Mo Scaplini, qui est réalisatrice italo-américaine et directrice de photographie de cinéma, essentiellement non romanesque. Donc, on va voir maintenant le film et après ça, on va terminer la session. S'il vous plaît.